Sud Radio, service compris. Véronique Jacquier. C'est parti pour aborder la lutte contre le chômage à travers le coaching. Le coaching en recherche d'emploi incarné par Anna Fernandez sur Sud Radio dans Service Compris. Bonjour Anna. Bonjour Véronique, bonjour à tous. Énergie Coaching, c'est votre cabinet parisien, energiecoaching.fr. On peut mieux vous connaître évidemment en tapant cette adresse mail. Je précise pour nos écoutes et qui sont évidemment pour bon nombre d'entre eux loin de Paris, que vous faites aussi du coaching par Skype. Oui, par Skype. Nous accompagnons les personnes qui ne sont pas en région Île-de-France. Voilà, donc c'est possible aussi de se faire coacher. Puis on a même eu d'ailleurs des auditeurs de Service Compris qui avaient pris connaissance de l'émission et puis qui prenaient le train de Clermont-Ferrand, je crois, pour venir à Paris, pour bénéficier aussi du coaching de l'une de vos petites fées qui travaillent à Énergie Coaching. Il y a Mireille Vie et il y a Raphaëla Dallot aussi que nous avons eu dans notre émission. Alors Anna, avant évidemment d'accueillir les auditeurs de Sud Radio que j'invite à faire vraiment très vite et à ne pas hésiter à prendre leur téléphone pour faire le 0826 300 300, vous allez nous donner des astuces évidemment pour surnager au milieu du marché de l'emploi, au milieu de la mer, de la recherche d'emploi, au point où nous en sommes. Je précise aussi parce que on a souvent affaire à ça, à une maman qui appelle pour sa fille ou à une sœur qui appelle pour son frère. Il n'y a pas de tabou dans Service Compris. Donc vraiment, n'hésitez pas à prendre votre téléphone. Vous allez voir, il y a toujours des surprises. Alors c'est peut-être pas le mot, Anna, mais le fait de vous avoir vous au téléphone fait avancer le schmilblick, forcément. Oui, l'objectif c'est de les mettre en marche. Voilà, c'est de les mettre en route. Voilà, de leur donner envie d'aller plus vite. Voilà, c'est que quand l'auditeur de Service Compris a raccroché, ils se disent « Ah oui, tiens c'est vrai, non mais quand même, peut-être que mon CV il y a un problème » ou « Ah oui, ça c'est vrai, peut-être qu'il faudrait que je me dirige dans cette voie » ou « Ah oui, peut-être qu'il faut que je fasse un bilan ». Voilà, on retire toujours quelque chose de cette émission de radio et des coups de fil qu'on peut vous passer, Anna. Alors aujourd'hui, le sujet qu'on met sur la table, et je pense que c'est pas évident d'ailleurs pour ceux qui sont à l'écoute de Service Compris, c'est comment mobiliser son réseau dans la recherche d'emploi. Moi, quand vous m'avez envoyé le sujet, Anna, je me suis dit, mais tout le monde n'a pas forcément un réseau. C'est vrai. Alors là, ça se complique. Alors, quand vous entendez-vous, Véronique, que par réseau, contact, offre d'emploi, quelque chose de très sûr derrière. Moi, quand je parle de réseau, je dirais que tout le monde a un réseau parce que on a déjà fait des stages quand on est jeune diplômé, on a déjà une expérience professionnelle, donc on a des anciens collègues, on est issu d'une école ou d'une faculté, donc il y a une association d'anciens diplômés. Donc toutes nos rencontres, je dirais presque que Madame la boulangère ou Monsieur le pressing est un réseau déjà parce que vous ne savez pas les clients qu'il peut avoir ou les contacts qu'il peut avoir. Il peut avoir un métier aujourd'hui et avoir lui-même son propre réseau. Votre médecin peut avoir son propre réseau, des propres contacts. Donc tout compte fait, on a cet a priori de croire j'ai pas de réseau, mais derrière le mot réseau, on met quelqu'un qui peut me donner un job. Moi, j'entends par réseau quelqu'un qui peut être facilitateur, qui peut me mettre en contact avec des personnes susceptibles d'embaucher, susceptibles d'être au courant qu'il y a des offres. On parlait l'autre jour de marché caché, donc très important. Il faut le savoir, aujourd'hui, le marché caché, c'est les réseaux, alors dits virtuels comme LinkedIn et Viadeo dont nous avons déjà parlé, mais c'est également les réseaux personnels et professionnels. Et finalement, ce qui est très important par rapport à ce que vous êtes en train de nous dire, Anna, c'est que quand on est en recherche d'emploi, on a tendance à se fermer. On a tendance à s'isoler, à fermer les écoutilles, à se concentrer sur sa peine, sur le fait de ressasser, enfin bref. Oui, parfois. Là, finalement, vous nous aidez à nous dire non, tout est important. La boulangère chez qui on va acheter son pain le matin, peut-être qu'elle connaît un tel qui peut être pourvoyeur d'emploi. Voilà. Et puis, évidemment. Et c'est sûr que la période de chômage ou de recherche d'emploi vous isole. Il y a un côté aussi sentiment un peu de honte. On a très bien travaillé jusqu'à maintenant, donc on n'ose pas demander. Qui dit chercher son réseau, c'est demander de l'aide. Et en fait, c'est pas ça qu'on va chercher, c'est demander un service. On est dans une éducation qui fait qu'on ne demande pas, on se débrouille tous tout seul. On a vraiment cette éducation. Oui, mais au-delà de l'aspect honte, est-ce qu'il n'y a pas la peur de l'échec aussi? Je vais demander, ah oui, mais ça va pas marcher. Ah oui, mais il va me dire non. Ah oui, mais il va me dire que c'est jamais suffisant. Ah oui, est-ce qu'il n'y a pas cette peur-là aussi? Alors, quand même, qui est fondamentale? On peut rencontrer également cette peur, et puis je pense surtout, c'est la peur de demander un service. Plus que la peur qu'on refuse un service. La peur de l'échec, oui. Voilà. La peur de l'échec, on peut comprendre les arguments. Je suis désolée, je n'ai pas de contact. Après, où je vais venir rapidement, c'est le pourquoi on demande et qu'est-ce qu'on demande.
Mobiliser son réseau pour décrocher un entretien, ça ne veut pas dire demander un job. C'est demander des contacts, qu'on puisse être recommandé ou pas, tant mieux, mais même on peut ne pas être recommandé et faciliter à quelqu'un l'email, les coordonnées d'une personne qui nous intéresse pour différentes raisons. Soit vraiment pour trouver un job, soit pour avoir des informations sur une société ou un secteur d'activité, ou sur une fonction. Moi qui accompagne des personnes qui sont en reconversion, c'est très intéressant d'aller rencontrer des professionnels qui vous parlent de leur poste que vous n'avez pas encore. Donc là, c'est également de faciliter un accès à de l'information, pas simplement à décrocher des entretiens et à trouver in fine un job. Oui, c'est déjà énorme quand on a des infos du type « Ah mais tu sais, là, ils cherchent 3 personnes ou dans tel secteur, ils recrutent ». C'est déjà énorme. Alors voilà, ça c'est un des points les plus importants. Pour mobiliser son réseau, surtout un point important que je voudrais mettre en avant, c'est qu'il faut être clair dans son projet professionnel. C'est pas facile et c'est pas suffisant de dire à quelqu'un j'ai besoin de contact. Moi, ça me parle pas. Quelqu'un me dit j'ai besoin de contact. Moi, c'est pareil. Voilà, ça me parle pas. Et pourquoi j'ouvrirais mon carnet d'adresses si je ne sais pas pourquoi vous avez besoin de contact. Donc, il faut être très très clair que le projet professionnel doit être clair, précis. C'est-à-dire qu'on doit ça nous donne un interlocuteur intéressé et intéressant. D'où le choix de qui je contacte. On parle souvent de liens faibles et de liens forts. Souvent, les liens forts, c'est la proximité familiale, les amis. Les liens faibles, c'est les amis des amis. Et souvent, on pense que ce sont les liens forts qui vont nous aider à ouvrir des portes. Et non, en fait, c'est souvent les liens faibles. Mais il faut convaincre les liens forts de nous ouvrir l'accès aux différents niveaux. Donc si mon projet est clair et précis en reconversion, en recherche de poste, en mobilité géographique, en recherche j'accompagne des jeunes diplômés de stage ou de stage d'alternance, plus vous êtes clair dans la demande, plus on vous comprendra. Et plus en face votre interlocuteur saura quel est le ou les contacts qu'il peut vous ouvrir. Bien sûr, mais effectivement, il faut être d'abord très clair dans sa demande, ce qui nécessite d'abord un sacré chemin et de voir clair en soi d'abord. Voilà, c'est vers où je tire et qu'est-ce que je cherche. Après, pour le mobiliser, c'est sûr, c'est de oser. Il faut oser demander. Je le dis bien, ce n'est pas un poste qu'on demande. On demande soit des coordonnées, soit des informations sur un secteur ou sur une fonction, mais ce n'est pas notamment un poste. Qu'on nous mette au courant qu'il y a des postes ouverts, et bien dans ce cas-là, il faut trouver les noms des DRH et des opérationnels pour pouvoir envoyer une candidature. Avec recommandation quelquefois, mais quelquefois pas. C'est pas nécessaire. Anna, dans les personnes que vous coachez, vous travaillez cette notion justement de mobiliser son réseau ? Oui, on travaille cette mobilisation, on travaille le discours à tenir. Le discours à tenir, parce que je vous le dis, plus souvent les personnes n'osent pas, par moins peur de l'échec que par qu'est-ce que je vais lui demander. J'ai pas envie de me mettre en position dite faible, en posture faible, de lui dire voilà, j'ai besoin de toi pour ouvrir mon carnet. Et les personnes que vous coachez sont-elles surprises des retours qu'elles peuvent avoir ? Oui, elles sont surprises de façon très positive quand elles voient que le discours qu'elles passent donne envie de les aider. Mais de les aider dans le bon sens, c'est simplement d'ouvrir des portes, pas la béquille, pas les aider, c'est pas un pansement. Donc c'est vraiment de leur faciliter de l'information ou des contacts. C'est le point très important. Et nous allons voir, il y a plusieurs réseaux qu'on peut utiliser, qui sont le réseau professionnel, mes ex-collègues. Ça peut être donc je parlais des associations des anciens alumni, des anciens diplômés. Ça peut être dans une salle de sport parce que vous êtes en train de faire du sport avec quelqu'un que vous ne connaissez pas du tout et voilà, vous lui parlez de votre projet professionnel et vous lui parlez d'un secteur d'activité ou d'une entreprise et paf, celui ça va lui parler. Tout est un moyen de faciliter les contacts, même à la sortie d'école entre parents, d'échanger des informations. Autre réseau encore ? Alors, les autres réseaux qu'on peut avoir en tête, les salons pour l'emploi. Quand on passe des salons de recrutement, les salons professionnels, tous les rendez-vous que vous faites de speed dating, voilà, toutes ces personnes que vous rencontrez même quelques minutes. Après, c'est aussi une façon de les contacter via les réseaux sociaux pour leur demander d'autres informations, d'autres contacts. Donc ça, c'est vraiment important. Il y a des forums qui sont dédiés à des secteurs d'activité. Donc des salons dits professionnels qui sont également des points d'ancrage ou des points d'entrée de contact. Et là aussi, il y a des bons retours. C'est pas évident quand même, j'imagine, parce que il y a un côté dématérialisé. Oui. Pour le côté virtuel. Oui. Alors le côté virtuel pour les réseaux sociaux, on en a déjà parlé un tout petit peu la dernière fois. Il faut savoir quel est l'intérêt de votre interlocuteur de vous répondre.
Alors vous êtes un profil, vous êtes un candidat potentiel. Vous êtes un futur recruteur, un futur manager, et il faut le savoir. Ce que les gens vous donnent, il faudra ne pas l'oublier quand un jour on vous sollicitera également, que vous soyez vous aussi un facilitateur, parce qu'on vous a facilité également à cette époque-là. Oui, c'est-à-dire qu'il faut savoir envoyer l'ascenseur. Il faut en avoir conscience. Il faut savoir donner pour recevoir, et vice-versa. Bien sûr, évidemment. Alors Anna, vous avez donné beaucoup à Sonia. Hein, vous avez coaché Sonia, qui est avec nous. Bonjour Sonia, bienvenue. Bonjour. Alors, on vous accueille dans Service Compris parce que vous êtes l'illustration d'un coaching réussi, Sonia. Hein. Oui. Comment êtes-vous allée vers Anna Fernandez ? Alors moi, ça faisait plusieurs mois que j'étais au chômage puisque j'avais démissionné de mon dernier job et je commençais à perdre confiance en moi. Je savais pas, je me demandais si ma méthode de recherche était efficace, etc. Donc je l'ai trouvé par hasard sur Internet et tout de suite j'ai eu un très très bon feeling au téléphone. Et je l'ai rencontré très rapidement et on a avancé très rapidement dans tout ce qui est pour refaire le CV, le mail de motivation, ma façon de faire, m'a donné plein de conseils et ça allait très très vite. Vous avez quel âge, Sonia ? 35 ans. Et en fait, vous cherchez... Alors là, vous avez trouvé un CDI, c'est ça ? Oui, tout à fait. Donc grâce au coaching d'Anna Fernandez ? Tout à fait. Hein, vous avez suivi 4 séances entre mi-janvier et début février et dès mi-février, vous avez décroché un CDI, oui, mais c'est incroyable, c'est formidable. Ouais. Et alors, vous cherchez dans quel domaine ? Alors, je cherchais soit dans un grand groupe international, peu importe le domaine, soit un cabinet de conseil en stratégie. D'accord. Et j'ai trouvé dans un cabinet en stratégie. Et alors, quand vous regardez en arrière, d'après vous, qu'est-ce qui bloquait pour ne pas trouver facilement de CDI ? Parce que là, ça a été entre guillemets facile. Moi, je pense que en plus, de refaire le CV, l'aide de motivation, etc. Il y a beaucoup de psychologie dedans et en fait, elle a su vraiment me redonner confiance, me booster. Et on ne se sent pas seul. Et du coup, ça va très vite. Tout est dans l'intention également. C'est très important. Et voilà, moi je pense que c'est un état d'esprit à avoir et elle a su me le donner. Et elle est toujours là en fait. Elle est vraiment disponible. Et elle est à l'écoute. Elle est bienveillante. Et donc ça marche. Ça a marché. Sonia, vous êtes en région parisienne ? Oui, tout à fait. D'accord. Anna, est-ce que le fait que Sonia retrouve facilement un travail dans sa branche, c'est dû au fait qu'elle soit en Île-de-France ? Est-ce que c'est plus compliqué si on est à Toulouse ou à Clermont-Ferrand ? Non, moi je pense pas en ce moment. Non, le marché rebouge bien. J'accompagne des personnes qui sont en province et qui ont trouvé. Bon, bien sûr, le bassin employeur est plus important en Île-de-France et à Bouches-du-Rhône, dans les Bouches-du-Rhône, c'est clair. Mais non. Le point que je voudrais revenir sur Sonia, elle parlait d'état d'esprit. Voilà, elle avait aussi, elle parlait de manque de confiance en elle, mais elle avait aussi des freins sur le marché de l'emploi ou sur un futur employeur. Voilà, parce qu'on a chacun un parcours différent. Donc je pense que Sonia a également fait un très gros travail sur elle-même, avec du recul, de voir ses pistes d'amélioration, ses succès, ce qui fonctionnait très bien, parce que l'essolement et la durée de recherche d'emploi vous fait oublier vos réussites. Et donc je pense que le travail qu'on a fait aussi, c'est également de dire de quoi je suis capable. Elle a dû se dire ça parce que j'ai poussé l'exercice et du coup en entretien pour se vendre, c'est pour ça qu'elle en a passé donc ce poste-là, elle a passé 3 entretiens mais d'affilée très très rapidement. Elle ne le pensait pas. Je me rappelle déjà du premier, elle ne pensait pas déjà que le premier allait au second. Et en fait, elle a bien retravaillé sur ses réussites et elle s'est mise dans un état d'esprit de gagnante, de positive et de se dire avec le parcours que j'ai, l'âge que j'ai, mes recherches, comment je cible, il n'y a pas de raison de rester de côté. Et combien, Sonia, aviez-vous envoyé de CV et à qui ? Enfin, est-ce que là, il y a eu une entreprise de ciblage extrêmement précise ? J'avais bien ciblé, donc j'avais dû envoyer 6-7 candidatures, mais vraiment bien ciblées. Et au final, j'ai eu 3 réponses d'entreprises différentes pour avoir des entretiens. Mais comme j'avais eu ces entretiens avec ce cabinet que j'aimais beaucoup, ça a été très vite. J'ai même pas fait les autres entretiens du coup. Voilà. D'accord, oui, mais ça s'est extrêmement bien passé pour vous. Oui. Rappelez-nous dans quelle branche, pour quel type de poste, pour que les auditeurs comprennent bien ?
C'est au sein d'un cabinet de conseil en stratégie. D'accord. Voilà. Donc c'est pour faire de la gestion de projet. Voilà, Voilà, la gestion de projet, chef oui. de projet. Voilà. Chef de projet, voilà. Oui, tout à fait. Entendu, Sonia, merci beaucoup pour à vous. votre témoignage. Merci à vous. Et puis, continuez votre belle expérience professionnelle. Anna, ça fait chaud au cœur quand même. Moi, je suis épatée de voir que ça peut marcher aussi vite. Ah oui. Donc là, Sonia, c'était 4 séances. En ce moment, j'ai des jeunes diplômés qui sont très rapides. Dès qu'ils ont compris comment ça marche et comment on cible, en ce moment, c'est 3 à 4 séances. Des jeunes diplômés qui trouvent très très bien et que ça fait 1 an ou 18 mois qu'ils ne le trouvaient pas. Et alors, ceux qui ne sont pas diplômés? Alors, ceux qui ne sont pas diplômés, j'en coachais un ce matin, par Skype notamment, parce qu'il se trouvait à Marseille. Il n'y a pas de souci, même sans qualification. Après, c'est de savoir qu'est-ce qu'on cherche, qu'est-ce qu'on met en avant. Malheureusement, c'est le CV qui arrive avant la personne. Si le CV n'a pas la structure, n'a pas les mots-clés, les phrases clés qu'il faut, vous n'accrochez pas l'intérêt. Après, l'objectif en entretien, c'est de conforter la bonne impression du CV. Tout est possible. En fait, le CV, c'est le cheval de Troie. C'est le passeport. Voilà. Et après, tout est possible. Voilà. Et il faut bien comprendre, à l'issue de son parcours, parce qu'on travaille quand même si on n'a pas fait beaucoup d'études, c'est de savoir qu'est-ce qu'on met en avant comme compétence et pour qui je suis utile. Vraiment, la question à se poser, c'est qui j'intéresse et non pas chez qui je veux travailler. Sud Radio, service compris. Véronique Jacquier. Bienvenue si vous venez tout juste de nous rejoindre. Le coaching d'Anna Fernandez pour vous remettre en selle. Ça n'a pas de prix, on l'a vu avec le témoignage de Sonia. Et on accueille Sacha. Bonjour Sacha. Bonjour, écoutez, je vous appelle car j'ai un master donc en marketing. Ça fait depuis 1 an que je recherche un emploi. Donc j'ai eu plusieurs entretiens. Au premier entretien, tout s'est bien passé à chaque fois. Le souci, c'est qu'au deuxième entretien, donc on me disait comme quoi j'avais un manque d'expérience. Maintenant, quand j'ai fait mes études, j'ai fait des stages qui ont duré à peu près 6 mois. Voilà, mes responsables étaient toujours contents de moi, tout s'est très bien passé, donc je le mettais à chaque fois en avant pour mes entretiens, mais à chaque fois, voilà, on me disait, il y a un manque d'expérience, donc ça coinçait. Et au bout d'1 an, aujourd'hui, j'ai toujours pas de travail en fait. Voilà. Alors, du coup, bonjour Sacha. Vous cumulez combien de mois ou d'années d'expérience avec vos stages? Alors, j'ai 8 mois, à peu près 8 mois. 8 mois, d'accord. Et quand vous candidatez aux postes pour lesquels vous êtes convoqué, c'est des postes de junior? Ils demandent de 1 à 2 ans ou 1 à 3 ans d'expérience professionnelle. Exactement. D'accord. Et quand vous passez le premier niveau d'entretien, c'est le DRH ou l'opérationnel? C'est qui bloque après? Alors, le premier niveau d'entretien, c'est le DRH. Ouais. Donc, je lui mets en avant toutes mes qualités, tout ce que j'ai fait pendant mes stages. Donc, pour ça, il y a aucun problème. Donc, vous le rassurez? Pour lui, ça peut aller? Voilà, ça peut aller, je le rassure, on me pose des questions sur ce que j'ai pu effectuer avant, les missions que j'ai pu avoir, voilà, je mets comme quoi tout ça c'est vraiment très bien dans mon entreprise, mais donc je passais le premier palier, le premier niveau, et puis au deuxième, tout simplement, on me disait, écoutez, on a pris un autre candidat qui avait plus d'expérience que vous. Alors, est-ce que, c'est le fait que j'ai pas assez d'expérience, c'est vrai. Est-ce que maintenant, c'est le fait de mon âge aussi? Je sais pas. Vous avez quel âge, Sacha? J'ai 23 ans. Non. Voilà. Oh non. Et c'est un Master 2 marketing que vous avez? Oui, un Master en marketing, un Master 2, oui, exactement. D'accord. Et donc le deuxième niveau, c'est avec l'opérationnel qui, à l'issue du deuxième rendez-vous avec un opérationnel, il vous dit, tout compte fait, je prends un candidat plus expérimenté. D'accord. Voilà, exactement. Bon, ça c'est une réponse qu'ils peuvent vous faire et qui peut être vraie. À l'inverse aussi, il faut se poser peut-être, si ça vous est arrivé plusieurs fois, pour des postes de junior, on est bien d'accord, se poser la question, c'est de savoir, est-ce que vous mettez assez bien en avant, entre guillemets, est-ce que vous vendez assez bien, ou mieux, à mieux vendre, vos expériences, vos 8 mois de stage? Il faut être très concret avec un opérationnel. J'entends bien, je pense que l'exercice avec le DRH, vous le faites bien. Oui. Mais par rapport à l'opérationnel, lui, il ne va pas regarder trop le savoir-être, il va plutôt regarder le savoir-faire. Concrètement, lui, en vous écoutant, il se projette, il se dit, est-ce que lundi prochain, s'il vient en poste, il est autonome et qu'est-ce qu'il saura faire déjà tout seul, sans parler d'intégration et de formation interne?
justement, Oui. je lui disais que j'avais eu des tâches où j'étais tout seul, où voilà, j'ai eu des missions où j'étais vraiment tout seul, je n'avais personne derrière moi, bon, mon titulaire derrière forcément pour contrôler Bien après sûr. quand même, mais voilà, j'étais indépendant et je l'ai toujours mis en avant, bien sûr, parce que Mais- c'est une qualité. On est d'accord, mais dans la description des tâches, vous êtes bien factuel, concret. Oui, Vous oui, expliquez tout à fait. sur quel dossier vous avez travaillé, quel était le livrable, Exactement. sous quel délai vous avez donné. Oui, D'accord. exactement. Pour bien démontrer, parce qu'en fait, voilà, pour les juniors, la difficulté, c'est de sortir un peu du lot, parce que vous êtes tous avec 8 mois, 10 mois C'est ça. ou un peu moins d'1 an d'expérience professionnelle. Donc, il y a la façon de présenter vos réalisations, la façon dans votre CV où on peut voir vos centres d'intérêt en termes de personnalité également. C'est comment je sors du lot. Est-ce qu'à chaque fois, quand vous sortez d'un entretien, vous vous dites, tiens, j'aurais dû améliorer ça, j'ai vu qu'il a tiqué sur cela. Oui, c'est vrai que Il faut sortir de chaque entretien avec une piste d'amélioration pour dire le prochain. C'est pas qu'il est celui à enjeu que je veux vraiment gagner, on veut tous les gagner, mais c'est de se dire c'est comment je peux m'améliorer à chaque fois. Vous êtes sur quelle région ? sur Paris. D'accord. Et dans quel secteur d'activité vous cherchez ? Parce que marketing c'est très large, c'est une Alors, fonction. mais- moi j'ai fait des stages, notamment en marketing vers la grande distribution. Voilà. D'accord. Donc aujourd'hui vous ciblez des offres dans le même secteur ? Je cible des offres vers ce secteur. Maintenant, si je vois une opportunité dans le marketing ailleurs, je tente et je fonce, puisqu'il faut pas, je pense qu'il faut pas trop, enfin, il faut pas se fermer et essayer d'ouvrir d'autres portes. Donc, bon, je tente ailleurs quand même. Donc, voilà, au niveau D'accord. des langues aussi, j'ai des langues, j'ai l'anglais. Donc, D'accord. bon. Non mais vous avez une bonne voix, Sacha, hein. Moi je trouve que vous avez beaucoup d'atouts pour être persuasif. Mais je vais poser une question un peu taboue, Anna, Oui. en écoutant Sacha. Est-ce que vous avez, passez-moi l'expression, mais est-ce qu'il n'y a pas des vieux ronchons pour qui Sacha sera toujours trop jeune, manquera toujours d'expérience Oui. Est-ce que c'est toujours à Sacha de faire ses preuves Alors c'est Non. toujours à Sacha de se vendre. Ah oui, voilà. C'est pas de faire ses preuves encore, mais il le fera en poste, mais ce sera à Sacha de se vendre, puisque c'est vrai qu'aujourd'hui, sur le marché, l'employeur a du choix. Ah oui, bien Donc sûr, bien c'est sûr, au bien candidat aujourd'hui de sortir un peu du lot. sûr. Oui. Donc il faut qu'il se distingue, quoi qu'il arrive. Voilà, alors il peut se distinguer bien sûr par sa personnalité lors de la présentation, par les réalisations qu'il a faites, ça par le ciblage, c'est pour ça que je vous demandais sur quel secteur d'activité. Je suis pas pour répondre tout azimut sur tout secteur d'activité parce que vos compétences peuvent être des fois transposables, transférables, mais le seront pas tout le temps. Et puis en tant que junior, c'est plus confortant pour un employeur de vous prendre dans un secteur que vous connaissez déjà, que de vous tester entre guillemets sur un secteur dans lequel vous n'êtes pas à l'aise ou que vous ne connaissez pas ou peu. Ça c'est le premier point. Dans la grande distribution, il y a le côté fournisseur, le côté client. Donc par rapport à vos stages, posez-vous la question. On peut voir les concurrents des sociétés dans lesquelles vous avez fait vos stages, mais ça peut être aussi les clients des sociétés dans lesquelles vous avez fait vos stages, puisqu'ils vous ont connus ou vous avez eu des liens. Notamment pour le marketing, c'est très ouvert avec les cabinets de consulting ou les cabinets de communication. Donc ça peut vous ouvrir aussi. Il faut que vous ouvriez votre prisme de recherche, c'est très important. Vous me parlez d'atouts de langue, ça aussi, ça c'est un point important. Ah oui. Regardez qui vous intéressez, si vous parlez l'anglais plus une autre langue, qui vous intéressez dans les offres D'accord. et dans les secteurs. Et Oui. à la rigueur, est-ce que ça pourrait être une solution, par exemple, que je fasse une formation, par exemple, qui pourrait compléter le marketing, que ça soit dans la vente, ou alors que je travaille un peu dans la vente pour justement après mettre pour mes entretiens, bon ben voilà, j'ai fait du marketing, mais également ça. Est-ce que ça serait intéressant que je trouve une formation complémentaire pour justement me différencier d'autres candidats peut-être? Est-ce que ça pourrait Oui, être une solution? alors ça peut être une solution pour la formation complémentaire si vous voyez que dans les offres auxquelles vous avez répondu ou que vous aimeriez répondre à profil équivalent, on demande cette compétence-là. D'accord. Ça, c'est une chose. Après, l'autre chose de faire du commerce ou d'autres choses, c'est qu'est-ce que vous faites aujourd'hui de vos journées? Est-ce que ça fait longtemps? Vous avez dit 1 an, c'est ça que Oui, vous cherchez? c'est ça, exactement. Voilà. Comment vous avez rempli cette année-là? Ah bah, comme vous dites, en cherchant et en Ouais. essayant aussi de m'améliorer et puis de m'entraîner auprès de ma famille ou également avec d'autres amis qui eux ont déjà un poste pour savoir comment eux ça se passe et quels conseils ils peuvent me donner. Donc D'accord. oui, ça c'est clair que je continue toujours de chercher. Oui.
Voilà, mais on parlait d'activité dans le CV, voilà, de faire du commerce ou du bénévolat. Voilà, c'est toujours intéressant de dire, voilà, je cherche depuis un an, mais en même temps, où j'ai fait des petits jobs. Le bénévolat peut être intéressant, du coup ? Oui. Toute activité qui montre que vous êtes proactif, en fait. Vous n'êtes pas simplement derrière le micro en train de répondre à des offres ou de voir auprès de votre entourage qui peut vous aider ou comment vous pouvez vous améliorer. Il faut vous mettre en actif. En plus, même pour vous, moralement, hein, le fait de sortir et d'être dans une logique d'autodiscipline, d'organisation méthodique, ça va vous mettre en énergie, hein, ça va vous mettre en marche. D'accord. Rester devant l'écran à ne postuler qu'à des offres, c'est pas bon. Moi, je vous le dis. Oui. Non, mais je m'aère quand même un petit peu les idées parce que, comme vous dites, oui, c'est vrai qu'on peut vite tomber, dans une certaine morosité. Et c'est vrai que, oui, on n'avance pas. Non, il faut s'aérer quand même de temps en temps. Et puis bon, je garde quand même espoir. Bien sûr. Je me dis bon, je vais quand même réussir. Mais oui, non, c'est vrai que c'est pas facile. Ouais, ça c'est sûr. Donc oui, bah c'est peut-être, c'est un bon plan. Oui, ça j'avoue, je l'avais peut-être pas mis en avant. Et ouais. Pourquoi pas, oui. Et puis même peut-être pour les discussions d'entretien, passer du coup sur autre chose. Tout à fait. D'autres centres. D'autres centres d'intérêt. D'accord, ok. Bon courage, Sacha. Merci beaucoup en tout cas. Et puis merci pour vos conseils. Bon courage et passez une belle après-midi. Restez fidèles, bien sûr, à Service Compris. On accueille Vincent. Bonjour Vincent, bienvenue. Allô. Oui, bonjour. Oui Vincent, on vous écoute. Anna vous écoute. Oui, bonjour Vincent. Oui, je vous entends très très mal. Bah nous on vous entend très bien. Ça va mieux Vincent là ? Je fais exprès de parler pour que... Là ça s'améliore, oui. Bon, alors allez-y, parlez. Nous on vous entend bien. Alors écoutez, moi ça fait 3 ans que j'ai atterri dans la région d'Ariège. J'ai dépassé la cinquantaine puisque j'en ai 4 de plus. Et donc aujourd'hui, je suis catalogué, on va dire, dans les inutiles ou dans les non casables, puisque même les agences d'intérimaires ne proposent absolument rien. Il n'y a qu'une seule agence qui a eu l'honnêteté de me dire, monsieur, à l'âge que vous avez, on ne pourra pas vous caser. Et quel est votre métier, Vincent ? J'ai surtout dans le bâtiment, que ce soit dans le commerce ou dans le technique. Et dans le bâtiment, quel corps de métier ? Tout corps. Donc aussi bien peinture, maçon, plomberie, électricien. Sauf les petites finitions, peinture, moquette, papier peint, voilà. D'accord. Et technicien, quand vous avez dit technicien, dans quel domaine ? J'ai été conducteur de travaux. D'accord. Pour de la maison individuelle. Et vous avez l'impression que c'est vraiment votre âge qui est en cause, Vincent ? Il y a mon âge et il y a aussi mon CV qui est quand même conséquent, puisque bon, voilà, jusqu'à 51 ans, j'étais actif. Et donc, je pense que ça doit impressionner quelques futurs employeurs. En se disant, bon, là, je recrute une forte tête et ça risque d'être difficile. Ah, d'accord. Mais vous voyez des offres auxquelles vous pourriez répondre ? Pardon ? Vous voyez des offres auxquelles vous pourriez répondre ? Je réponds à 4 ou 5 offres par semaine, à peu près. D'accord. Parce qu'après, j'ai élargi, si vous voulez, je me suis même présenté pour être manœuvre sur des chantiers, quoi. Et là, qu'est-ce qu'on vous répond ? Et là, on évoque mon âge, encore une fois, en me disant, monsieur, à l'âge que vous avez, est-ce que vous pouvez tenir le rythme de manœuvre, quoi. Mais c'est le cas, vous pouvez tenir le rythme, vous êtes bien physiquement. 54 ans, c'est pas vieux. Oui, 54 ans, c'est pas vieux, mais je n'aurai pas l'endurance d'un jeune de 20 ans, c'est évident. D'accord. Mais en fait, pour revenir au cas de Vincent, Anna, Vincent, est-ce que vous n'auriez pas intérêt à faire jouer un réseau justement dans ce milieu du bâtiment ? Parce que si vous vous pointez comme ça à votre âge sur un chantier, moi je me mets à la place de l'employeur. Et puis vous avez bien travaillé jusqu'à 51 ans, c'est ça ? Oui. Donc vos anciens employeurs, que ce soit société d'intérim ou employeurs CDD, mission ou CDI, ils vous connaissent ? Oui, mais c'était pas dans la région. D'accord, donc là c'est le changement de la région qui fait que vous n'avez pas de vrai réseau et on ne vous connaît pas encore. Voilà, tout à fait. D'accord. Donc j'essaie d'identifier un, mais voilà,
l'Ariège est une région un peu fermée pour l'instant, donc voilà. Oui, d'accord. Mais vos anciens réseaux, quand même, vous ont fait des lettres de recommandation, on peut les appeler, ils sont garants de la qualité de votre travail et de votre sérieux. Oui. D'accord. Et il y a des chantiers, il y a comme l'Ariège, là, en ce moment, dans tout ce qui est bâtiment, ça bouge pas? Ça bouge pas beaucoup. D'accord. Ça bouge pas beaucoup. Il y a le directeur de la chambre d'artisanat de Foix qui m'a conseillé de m'orienter sur le secteur bois. Et vous auriez des compétences pour? Non. Donc ça veut dire une formation oui. faire. Mais est-ce que vous êtes motivé au moins, Vincent? Vincent? Allô? Vincent, est-ce que Vincent est avec nous? Allô? Oui, Vincent, on vous entend, nous. Est-ce que vous êtes motivé pour poursuivre ce que vous a dit le directeur de Foix? La filière bois. Oui, bien sûr. Maintenant, il y a mon conseiller Pôle emploi qui, lui, ne me trouve pas de stage. Non, mais plus qu'un stage, c'est pas une reconversion, du coup? Il n'y a pas une formation à faire? Non, je suis trop âgé pour avoir une formation. Ah bon? Ça, c'est difficile, mon conseiller. Donc ça veut dire que ce que vous propose votre conseiller, c'est de trouver une entreprise qui vous prend en tant que stagiaire, on va dire ça comme ça, pour vous former sur le terrain, c'est ça? C'est ça, oui. Et il y a des sociétés de bois autour du bois un peu plus que dans le bâtiment? En Ariège, il y a pas mal de forêts quand même. Oui. Après, si c'est pour aller faire bûcheron, je crois que j'ai pas les capacités physiques pour le faire, ni l'entraînement. Oui. Non, mais en fait, Vincent, il y a deux choses quand on vous écoute, parce que vous mettez vous-même en avant votre âge, vous doutez de certaines de vos capacités physiques, et on a le sentiment aussi que vous ne savez plus trop, vers quel champ de compétences aller, que ce soit le bâtiment, le bois, etc., etc. En fait, Anna, on en revient à la question primordiale, la question de l'origine quand on commence cette émission, c'est qu'est-ce qu'on veut faire, quels sont les objectifs clairement on veut réaliser. Vincent, je pense que pour Vincent c'est ça, non? Oui, c'est surtout déjà de définir, c'est qu'est-ce que vous pouvez faire, alors physiquement et dans vos compétences, et qu'est-ce que vous pouvez faire par rapport à la région et aux possibilités de la région. Donc c'est ça, normalement votre conseiller Pôle emploi devrait se poser un peu avec vous pour bien poser les pistes possibles. Entendu, Vincent? D'accord. Qu'est-ce que vous voulez faire et qu'est-ce que vous pouvez faire? Voilà. D'accord? D'accord. Sud Radio, service compris. Véronique Jacquier. Sud Radio, service compris, consacré comme tous les lundis entre 13h05 et 13h55 à la lutte contre le chômage avec notre coach en recherche d'emploi Anna Fernandez, avec les auditeurs bien sûr qui appellent pour demander à Anna de les éclairer et avec un éclairage justement sur une situation qui fait qu'il y a du chômage en France. Et aujourd'hui on va s'attaquer aux travailleurs détachés qui évidemment viennent travailler dans notre pays et qui empêchent des Français de trouver du travail. On a eu des auditeurs qui appelaient pour nous dire j'ai connu l'intérim, je ne connais même plus l'intérim, je connais dorénavant le chômage parce qu'à la place c'est un Polonais qui travaille ou c'est un Chypriote ou c'est un Roumain. Bref, alors nous avons convié dans cette belle émission Gilles Savary. Bonjour Monsieur Savary. Bonjour. Vous êtes député socialiste de Gironde et vous êtes auteur de la loi contre la concurrence déloyale. Alors avec vous, on voudrait faire un point pour éclairer les auditeurs de Service Compris et ils ont soif de vos réponses. Attention Monsieur Savary, parce que Bruxelles a décidé de s'attaquer au dumping social. Bruxelles propose de durcir les règles pour les travailleurs détachés. Ils sont près de 2 millions en Europe. Bruxelles souhaiterait que quand un Roumain travaille en France, il soit payé comme un Français. Ça, c'est une bonne chose. Seulement, va-t-on jusqu'au bout? C'est-à-dire que le Roumain en question serait payé comme un Français, donc on dirait il a droit au ticket resto, il a droit à des primes. Mais cela dit, les charges sociales dépendraient toujours du pays d'origine du travailleur détaché. Donc, est-ce que quand Bruxelles dit oh là là, on va arranger les choses, ça sert vraiment à quelque chose là? Oui, je crois que la proposition de la commissaire Thyssen est remarquable, mais cela étant, il faut inverser la proposition. Est-ce qu'un Français qui est détaché dans le monde
serait prêt à être une sécurité sociale bulgare ou roumaine. En réalité, les travailleurs détachés auront toujours leur sécurité sociale et leur charge sociale payées dans leur pays d'origine, tout simplement parce qu'ils sont en mission temporaire et quand on envoie des ingénieurs, quand on envoie des ouvriers faire de services après-vente d'une exportation ou vendre du vin, tout le monde a envie de rester rattaché à la sécurité sociale française. Donc là, la question ne se pose pas, la vraie question c'est est-ce qu'il n'y a pas abus de travail détaché? Est-ce que le travail détaché n'est pas sorti de ses rails pour devenir un supermarché du travail low cost. Et c'est à ça que j'essaie de répondre et que ma loi essaie de répondre, mais elle était sous contrainte européenne. Aujourd'hui, l'Europe nous propose d'avancer dans une direction pour laquelle je suis mobilisé depuis 2-3 ans et j'avoue que je suis très heureux de voir qu'il y a un début de réponse. Alors, que faut-il faire pour enrayer un petit peu ce travail low cost dont souffrent les Français qui sont à l'écoute de Services Compris? Je veux dire, il y a deux choses. Un, il faut d'abord que les Français réforment le code du travail, parce que comme vous le notez, la flexibilité la plus sauvage est en cours. On ne recrute plus qu'en CDD, on ne recrute plus qu'en travailleurs détachés, qu'en travailleurs externalisés en auto-entrepreneurs. Donc c'est pour ça qu'il faut une réforme. Parce qu'il faut mettre de la sécurité pour le travailleur, alors que la flexibilisation la plus sauvage est en cours sur le marché du travail. Mais deuxièmement, pour ce qui concerne le travail détaché, il faut interdire le détachement d'intérim. Alors c'est un peu technique. Que l'on soit détaché par son entreprise à l'étranger, parce qu'elle vend à l'étranger, ou parce qu'il y a un service après-vente à faire sur une machine que l'on a vendue. C'est tout à fait légitime, ça doit continuer. Par contre, ce qui ne peut pas être acceptable, et c'est le fond de mon combat, c'est qu'il y ait des sociétés d'intérim polonaises ou bulgares qui en réalité recyclent des chômeurs polonais et bulgares sur notre marché du travail. Et comment lutter contre ça? Eh bien, c'est d'interdire l'intérim, le détachement de sociétés d'intérim. D'accord. On ne doit pouvoir détacher que si on est rattaché à l'activité principale d'une entreprise. On ne peut pas détacher, de mon point de vue, si on s'inscrit à une agence d'intérim en Pologne ou en Bulgarie. Voilà ce que je pense, et inversement d'ailleurs, pour la France, parce que vous savez que par exemple les Français ne sont pas les derniers à essayer de jouer avec la législation. En Meuse et en Moselle, il y a des patrons français qui demandent à des ouvriers de s'inscrire dans une société d'intérim luxembourgeoise pour ne pas payer de charges sociales. Oui, bien sûr. Il faut mettre de l'ordre dans tout ça. Il faut mettre de l'ordre dans tout ça. Dernière chose, Gilles Savary, nous avions juste avant 13h Vincent You, qui est un adjoint à la mairie d'Angoulême, qui est membre des Républicains, qui est directeur d'hôpital et qui a été épouvanté de voir des travailleurs détachés travailler sur le chantier de rénovation d'une maison de retraite. Et il a donc exigé dans l'appel d'offres pour les travaux de rénovation de rendre le français obligatoire sur le chantier. C'est une bonne chose d'après vous ? C'est une façon de se protéger. Je ne suis pas sûr que ça passe la rampe judiciaire. Tout simplement parce que, vous savez, nous avons... il y a dans ma ville de Bordeaux, ils sont en train de mourir, hélas tous, mais des réfugiés espagnols qui ont travaillé en France pendant de nombreuses années, qui sont jamais revenus en Espagne parce qu'ils étaient antifranquistes et qui n'ont jamais parlé français. Donc il faut faire attention à la discrimination antilinguistique. La vraie question, c'est quand même, alors c'est vrai pour certains postes, pour d'autres, la loi exige qu'il y ait un traducteur et un correspondant qui soit un correspondant maîtrisant les langues des travailleurs détachés. Je pense que c'est une façon de se protéger assez habile. La question est posée, mais il ne faut pas qu'on sombre dans la xénophobie non plus, vous voyez, parce que il y a beaucoup de secteurs dans ce pays où il n'y a pas de Français pour travailler. Par exemple dans l'agriculture, dans les vignes, par exemple dans la chaudronnerie, par exemple dans la maçonnerie. Et donc il faut pas qu'on diabolise les choses. Il faut simplement qu'à aucun moment il n'y ait une concurrence low cost sur le marché du travail français. Et si des Polonais veulent venir travailler, eh ben pourquoi pas, mais à condition qu'ils paient charges sociales et salaires en France, donc qu'ils ne soient pas des faux détachés, mais qu'ils soient des gens établis en France. Une société d'intérim polonaise peut proposer des travailleurs polonais en France à condition d'être établis en France, et là, toutes les charges sociales doivent être payées. Merci Gilles Savary pour cet éclairage, d'avoir remis les choses en perspective pour les auditeurs de Services Compris. C'est un service rendu finalement que vous leur accordez. Je rappelle que vous êtes député socialiste de Gironde. C'était très très clair. J'espère que c'est clair pour tout le monde, le point sur les travailleurs détachés et les avancées qui sont encore possibles. Voilà, on accueille Pascal. Bienvenue Pascal. Bonjour à tous. On m'a dit de faire court, je vais faire court. Je me suis planté à mon CAP, je souhaite le repasser, mais pas au même endroit. Est-ce que c'est possible ? Alors attendez, Anna Fernandez va vous répondre. Alors, Anna, question à Pascal ? C'est une première formation ou c'est une reconversion ? Une reconversion.
Ah, oui. Vous avez combien d'années d'expérience auparavant? Bah non, j'en avais pas du tout, alors. Mais J'avais fait juste un CACES de CACES 1 petit engin de chantier, puis j'ai voulu pas monter en gamme. D'accord. Et le CAP, c'était un CAP de quoi? Engin de chantier. D'accord. Et donc vous l'avez raté? Mais j'ai les CACES. Vous avez les CACES, d'accord. Et votre école ne vous propose pas un rattrapage? Si, mais j'ai eu une période d'activité pour le repasser. Mais alors, j'ai beau me démener dans tous les... Je suis exactement à 12 agences d'intérim, exactement. Oui, oui. Et je les appelle à peu près tous les jours, et puis il faut au minimum 2 ans, 3 ans, 5 ans, donc... Et alors, vous l'avez raté pour le côté... Pourquoi vous avez raté le CAP? Pour le côté pratique? Non, pour le côté pratique ou le côté écrit? Quelle partie? Pratique, ouais. Ah, la pratique. Donc du coup, pour les boîtes d'intérim, vous n'êtes pas apte à utiliser des engins? Oui, c'est un peu réticent. Mais enfin, j'ai quand même eu une mission que j'arrive à faire. Enfin, ça a été d'une journée. Hein. Et ça s'est bien passé, une journée? Ça s'est bien passé, oui. D'accord. Et il vous faut combien de pratiques pour pouvoir le repasser, le CAP? Je sais pas combien d'heures il faut exactement, mais bon, je sais qu'on m'avait dit qu'il fallait une certaine nombre d'heures. Je sais plus combien, peut-être 3 mois, un truc comme ça. J'aurais pas le repasser au même endroit. Ah d'accord, mais vous pouvez retrouver une autre école, une autre académie pour pouvoir le repasser. Moi, j'aurais essayé parce que moi, je l'avais fait financer par le FASTT. Oui. Fonds de formation des intérimaires. Oui. D'accord. Anna, oui. Alors là, vous êtes sans voix devant le cas Pascal. Non, c'est pas sans voix. Non, Anna réfléchit en fait. Pascal, Anna est en train de réfléchir à votre cas. Non, en train de dire oui, il faudrait retrouver une autre académie ou un autre institut pour pouvoir le repasser. Regardez, voir même avec Pôle Emploi pour qu'il vous finance simplement la représentation à l'examen, sans suivre l'année ou les mois de formation. À mon avis, c'est tout à fait possible, Pascal. En plus, vous avez une bonne voix extrêmement positive. Donc, on compte sur vous. Ça devrait le faire. Et vous n'hésitez pas à rappeler